Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et on va donc tout de suite entamer notre débat pour ce soir avec monsieur Saïd Zulfikar, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Hazem Badawi, guide touristique, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, bien entendu, beaucoup d'événements cette semaine, avec à leur tête, bien entendu, ce qui s'est passé en France, qui touche directement aux Arabes et aux musulmans, puisque, entre guillemets, le terrorisme en Europe est associé aux Arabes et à l'islam. Donc ça, c'est une idée qu'on voudrait corriger aussi, qu'ont essayé de corriger les dirigeants, mais il faut absolument dissocier islam du terrorisme. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, ce qui est malheureux, c'est que les terroristes se réfèrent toujours à l'islam. Quand ils ont massacré les malheureux qui étaient dans la boîte de nuit du Bataclan, ils disaient Allahu Akbar en les tuant. C'est quelque chose d'insultant à la religion, c'est une perversion. Donc c'est très difficile de combattre. Il ne faut pas combattre les symptômes, il faut trouver la cause. Parce que là, ce sont les symptômes. Vous avez des voyous, des jeunes, ce sont des Français. La plupart, c'était des types avec des passeports, enfin de nationalité française. Mais ce qu'on appelle les beurs, ce sont les Algériens, Marocains, Tunisiens nés en France, deuxième ou troisième génération, qui vivent dans les banlieues. Mais dans Daesh, il y a aussi énormément d'Européens. Oui, oui, il y avait même un Européen qui s'appelle Fabien qui les a entraînés. Donc, vous avez, ce sont des convertis souvent. Et ce sont les pires, les convertis, parce que vraiment, ils ont été pervertis par la personne qui le convertit et puis qui croient vraiment. Alors que les autres, les jeunes des banlieues, qui sont souvent des repris de justice et qui ont été convertis en prison. Parce que ce qui est malheureux en France, la France, pour des raisons comme purement financières et commerciales, a de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui leur achètent pour des sommes faramineuses des armes. Oui. Et en contrepartie, ils leur vendent du pétrole. Et en contrepartie, la France leur permet d'acheter tout son patrimoine immobilier. Ils achètent à droite et à gauche des usines, un peu de tout. Même des clubs de football. Or, vous avez une alliance matérielle, si vous voulez, et assez honteuse entre l'État français et les deux pays pourvoyeurs de terrorisme par leur idéologie wahhabite. C'est ça la vraie raison, c'est ça la cause. La cause, c'est que vous avez une perversion de l'islam financée par les pétrodollars. Donc ils arrivent dans des banlieues parisiennes, où vous avez des deuxième, troisième générations de gens d'Afrique du Nord qui n'ont qu'un repère, si vous voulez. Ils ont été au lycée ou ils ont été à l'école primaire, ils ont rarement terminé leurs études, ils sont des rejetés sociaux parce que déjà les parents étaient illettrés, eux-mêmes n'ont pas une autorité parentale à la maison qui les tient, donc ils vivent dans la rue. Ils sont très souvent, ils font des petits malfrats, ce sont des marchands de drogue, des petits voleurs, et ils finissent en prison. Alors en prison, les Français ont permis aux aumôniers, c'est-à-dire les wa'is, comme on les appelle, ce ne sont pas des imams, ce sont des gens qui viennent, soi-disant, voilà, pour les mettre sur le droit chemin, soi-disant. Voilà. Mais c'est le droit chemin wahhabite. Or, ces gosses qui sont en prison, je vous dis que la France, alors qu'il y a 5 millions de gens d'origine musulmane, mais dans les prisons, vous avez plus que la moitié des prisonniers sont des gens d'origine d'Afrique du Nord principalement et un peu d'Afrique de l'Ouest. Alors, ils sont convertis par ces gens qui viennent d'Arabie Saoudite et du Qatar et du Golfe et qui leur inculquent une perversion de l'islam qui est le wahhabisme, le salafisme, si vous voulez. Mais alors, ils sortent de là et on leur offre de partir, si on veut qu'ils aillent se battre en Irak et en Syrie, on leur offre des salaires. Ce ne sont pas simplement des volontaires pour aller se tuer. Ce sont des gosses qui sont en perdition dans les banlieues, qui sortent de prison, qui n'ont pas de travail, qui sont des chômeurs. On leur offre du travail, on leur paye le voyage, ils partent en Turquie, ils sont entraînés en Turquie, et après ils partent en Irak ou en Syrie, semer la mort. Voilà, ce sont des mercenaires avec un vernis religieux. Alors pour vraiment trouver la cause, il faut voir qui finance ces gens-là. Ce n'est pas tout d'un coup qu'ils deviennent des fous de Dieu. C'est qu'ils ont leur esprit, ce sont des gens frustes, peu d'éducation, et qui sont convertis par ce discours appuyé par des dollars, des pétrodollars. Oui, mais là, ma question, ceux qui les entraînent, ils connaissent mieux l'islam que ces jeunes gens? Non, ils connaissent l'islam wahhabite, c'est tout.
Et ils nous considèrent, nous autres musulmans, comme des koffars, comme des impies et des mécréants. Quand on réfléchit à cela, par aucun moyen, s'ils interprètent vraiment correctement les textes qu'ils lisent, mais ils le font pas. Ils ne peuvent pas arriver à ces conclusions. Mais c'est pas une question d'interpréter. Puisque l'islam, c'est la religion qui prône la paix et la sérénité dans pas quand c'est interprété en Arabie Saoudite et au Qatar. Ce sont les deux seuls pays du monde qui sont wahhabites. Les deux seuls. Et ce sont eux qui fournissent tous ces prédicateurs. Oui, mais l'Arabie Saoudite, elle a toujours été contre les frères musulmans? Non, elle n'a pas toujours été. Non, pas du tout. Récemment, il a été. Mais si vous êtes peut-être trop jeune, mais à l'époque de Nasser, la plupart des frères musulmans sont enfuis en Arabie Saoudite. La plupart, à l'époque. Donc, ils ont eu de très bons... Ce n'est que quand il y a eu ce qu'on appelle le printemps arabe, quand il y a eu les révoltes dans les pays en Tunisie, en Égypte et ailleurs, que les frères musulmans ont décidé qu'ils étaient prêts à créer des républiques à droite et à gauche. Et c'est seulement à ce moment-là où l'Arabie Saoudite a commencé à tiquer sous le roi Abdallah. Ce n'est plus le cas avec le roi Salman. Le roi Salman a comme conseiller des frères musulmans. Et c'est à cause du nouveau roi Salman que les frères musulmans commencent à retourner en Arabie Saoudite. Est-ce que les frères musulmans sont toujours associés au terrorisme? Bien entendu. Vous avez toutes ces mouvances qui se sont battues en Afghanistan. Tout ça a commencé quand les Américains sont venus en Égypte et en Algérie et ailleurs recruter des gens. C'était les frères musulmans qui leur fournissaient les recrues. Je parle des années 80, début des années 80, quand ils voulaient abattre le régime en place en Afghanistan qui était appuyé par les soviétiques. C'était des frères musulmans qui partaient faire le djihad, ils disaient là-bas en Afghanistan. La plupart étaient des frères musulmans. Mais quand vous pensez ce qu'on appelait le djihad al-islami et tous les autres groupes, c'est tous issus des frères musulmans. Même la Qaïda. Tous ceux qui étaient dans la Qaïda étaient frères musulmans avant. Donc, la maison mère, si vous voulez, c'est les frères musulmans. Et en dessous, vous avez des groupes qui changent de nom, il y a Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham, etc. Mais c'est tous à l'origine des frères musulmans. Les frères musulmans, n'oublions pas, avaient, ou ont peut-être toujours, une milice clandestine. À l'époque où ils étaient au pouvoir, ils étaient fiers de dire qu'ils en avaient 10 000 sous les armes, qui pouvaient mettre dans la rue 10 000 fantassins armés. Donc, depuis l'époque d'Abdel Nasser, et même avant Abdel Nasser, ils avaient Tanzim al-Siri, qui était leur bras militaire, si vous voulez, clandestin, terroriste. Bon, ils se sont battus un peu contre les Israéliens, enfin en 1948, contre les Anglais en 1951, un peu, mais ils ont toujours eu une branche souterraine militaire, enfin armée. Et donc, même à Rab'a al-Adawi, il y avait des types armés. Ce n'étaient pas tous des innocents. Oui, tout à fait. Alors, il y a donc chez eux une idéologie qui, pour le public pacifique, mais dans leur fond, dans leur fort intérieur, ils sont violents, ils sont prêts à utiliser la violence pour arriver au pouvoir. Donc le but, à la fin, c'est d'arriver au pouvoir. Oui, mais il faut voir comment les ont utilisés en Afghanistan et les utilisent maintenant en Syrie. On reviendra certainement à cela. Je voudrais demander à M. Hazem Badawi, comment est-ce que vous pensez que ces attentats en France vont affecter le tourisme en Égypte, bien entendu, et comment ils vont affecter les départs aussi des Égyptiens en Europe? D'abord, le tourisme est déjà affecté depuis la révolution 2011. D'accord, ça, il faut être d'accord. Je parle pour l'Égypte, puis on va aborder les attentats qui est arrivé vendredi dernier en France, ou à Paris. Ce qui fonctionnait, disons, raisonnablement depuis 2011, c'était la région balnéaire, Sharm el-Sheikh et Hurghada. Mais avant la révolution, c'était le but de la plupart des touristes, on peut dire qu'en pourcentage, 75% des visiteurs de l'Égypte, ils venaient aux balnéaires pour faire du balnéaire, de loisirs, du soleil, et 25% pour les sites culturels, Luxor, Aswan, le Sud, etc. Depuis 2011, le côté culturel est devenu mort. Depuis 4 ans, il est mort. Aujourd'hui, à cause de ce qui est arrivé de cet accident de l'avion russe, il y a 2 semaines, il a tué complètement le tourisme en Égypte. C'est-à-dire le côté balnéaire, que le tourisme comptait dessus, maintenant il souffre et il aura un problème grave.
Mais on a des informations comme quoi il y a une quarantaine d'avions qui arrivent de l'Europe à l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Ces informations sont correctes ou pas? Sont correctes, mais ça c'est pour adoucir juste la situation. Mais non, les avions ne sont pas assez chargés et les sites sont vides et il y a des problèmes. On a un problème. Je ne veux pas orner la situation. Maintenant, soyons francs. On a un problème qu'on doit, comme aujourd'hui la Russie a déclaré que la cause de l'avion ou la cause de cet accident était une bombe, un acte terroriste, il faut que notre État réponde. Pareil, je crois que l'État a déjà commencé, il a dit qu'on va prendre cette annonce en considération. C'est ce que j'ai entendu dans les nouvelles. Ce qui est déjà bien et positif. Et nous devons, comme on dit, reconstruire la maison de nouveau. On doit d'abord dire s'il y a un problème, il faut le dire, il faut le chercher, le trouver et l'avouer clair et net, sans ambiguïté et sans décor, qu'on avait un problème ici ou parce que le problème, je ne veux pas appuyer sur l'Égypte. Vous avez posé la question au début, ce qui est arrivé en France, quel rapport avec le tourisme? Bien sûr, comme vous venez de parler avec M. Saïd maintenant, que l'image de l'islam, l'image des Arabes, nous sommes un pays arabe entouré par tous les pays qui sont alentours, ils tombent en miettes maintenant et ils sont divisés. Surtout pour le citoyen ordinaire. Je parle pas de la classe instruite, mais je parle de la classe ordinaire. Voilà, soit ça ou soit ça. Je dis, c'est le seul pays qui tient le coup jusqu'à maintenant. Ce qui ne convient pas l'opinion mondiale. Je ne vais pas rentrer dans la politique, je préfère que Saïd qui aborde ça, mais je parle au niveau du tourisme. Nous sommes entourés, encerclés par des pays pleins de problèmes. Les problèmes ont touché notre pays et il y a une erreur, il y a une faute qui est arrivée. Si, comme la Russie a déclaré aujourd'hui, et notre État va faire l'enquête et déclarer, on doit déclarer vite la vérité et dire la vérité à tout le monde, que ce soit franc. Après ça, on dit oui, il y avait une erreur, on confesse, il y avait une erreur ici ou dans tel point, on va la réparer et qu'on parle. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à voir comment ça va avancer ou comment on peut améliorer le tourisme. Mais maintenant, pour dire, il y a 40 avions qui sont arrivés. Oui, il y a des avions qui volent. Et même pour les Égyptiens, j'entends ici que aucun Égyptien ou Arabe peut rentrer, le Schengen, ça ne marche pas. Nulle part dans les médias européens, on a entendu ça. Et les preuves qu'il y a des vols, par exemple, Egypt Air, Air France, qui atterrit et qui volent de chez nous, ça continue. Et aussi de l'Allemagne. Donc, si ces pays ne veulent pas accepter les citoyennes X, les avions n'ont pas de raison de décoller déjà de chez nous. Mais ça marche. Juste, il y a des restrictions fortes pour la sécurité ou pour faire les gens, ce qui est le plus normal du monde d'après ce qui est arrivé maintenant. L'Allemagne a suspendu ses vols en Égypte ou c'est une rumeur? Jusqu'à maintenant, je n'ai rien entendu. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est contre ça. Bon, si on retourne à l'avion russe, comment est-ce que la Russie peut donner des informations concernant ce qui s'est passé pour l'avion alors que l'enquête se fait en Égypte et que normalement ça serait à l'Égypte d'annoncer ce qui s'est passé? Oui, mais l'enquête, la commission d'enquête inclut beaucoup de Russes là-dedans. Donc ils ont déjà des éléments pour dire, ils ne vont pas dire ça en inventant. L'enquête est plus ou moins terminée, je pense. Ils ont trouvé des preuves qu'il y a eu une explosion et que l'explosion était de l'intérieur. Donc, parce qu'on peut voir ça sur les déchets, je suppose, ou sur les valises, sur les blessures des morts. Et les Égyptiens doivent le savoir pertinemment bien. Simplement, ils ne l'ont pas déclaré, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Les Russes, maintenant, ils ont dit qu'ils vont rechercher les perpétrateurs, enfin ceux qui ont, pas celui qui a mis la bombe, parce que ça c'est une personne, mais ceux qui ont donné l'ordre. Si c'est Daesh, Daesh passera un mauvais quart d'heure en Syrie ou ailleurs. Mais c'est au gouvernement égyptien, enfin à la commission d'enquête égyptienne, de faire une déclaration. Mais il y a, dans la commission, il y a des Russes, il y a des Irlandais, il y a des Français, il y a un peu tout impliqué dans la fabrication d'avions. Dans cette histoire, on sent un peu d'hostilité entre
de la part de la Russie pour l'Égypte, c'est-à-dire c'est normal que l'attentat est atroce et tout le monde regrette les morts, bien entendu. Seulement, l'Égypte... Non, c'est pas de l'hostilité. Elle n'est pas... je veux dire, le terrorisme, comme on a pu le voir en France, Oui, oui. c'est quelque chose vraiment que... quoi qu'on fasse pour le contenir, on n'arrive pas à contenir. Non, mais moi je vais vous aujourd'hui dire, dans le monde. ma théorie à moi. Il n'y a pas vraiment ils ne sont pas vraiment fâchés. Bien sûr, ils ne sont pas contents que notre service de sécurité a été défaillant. Ce qui est une preuve. Il y a une preuve, s'il y a une bombe, c'est que le service de sécurité n'a pas fait son travail. Deuxièmement, l'Égypte a été invitée par les Russes à participer à la réunion de Vienne il y a une semaine sur la Syrie. Les Américains ne voulaient pas. Les Français ne voulaient pas. La Russie a insisté que l'Égypte participe, espérant que l'Égypte prendrait une position. Or, une fois sur place, elle n'a pas appuyé les Russes, ce qui est scandaleux sur la Syrie. Elle a joué d'un côté et d'un autre sans prendre de décision wishy-washy, comme on dit en anglais. C'est pas rendre l'ascenseur. Les Russes ont tout fait pour qu'on soit inclus dans la délégation, enfin dans les pourparlers sur la Syrie, en espérant qu'on aiderait les Russes, et on ne l'a pas fait. Oui, mais il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'accord qui précède de toutes ces réunions. Probablement, mais ils ont reçu des instructions d'Arabie Saoudite qui a probablement mis pression sur l'Égypte. C'est ça qui est malheureux, c'est que nous sommes presque devenus esclaves de l'Arabie Saoudite. Avec l'argent qu'ils nous prêtent ou qu'ils nous donnent, on n'est plus devenus... On s'est débarrassé des Américains finalement, et on tombe entre le carré et Scylla, comme on dit. Et c'est quoi l'intérêt de l'Arabie Saoudite dans tout ça, juste pour comprendre? Mais l'Arabie Saoudite veut détruire le régime en Syrie. Ils veulent détruire... C'est eux qui financent Daesh, c'est eux qui financent Jabhat al-Nusra, c'est eux qui fournissent les armes à tous ces gens-là. Parce que... la plupart des volontaires sont des Saoudiens. Que ce sont les Américains qui financent... Ensemble, ils ont tout commencé ensemble. Ça faisait partie de la même union, si vous voulez. Le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Amérique, et la France, et la Grande-Bretagne. Tout ça ont comploté pour abattre la Syrie. Et ce que fait Daesh aujourd'hui, surtout ce qui a été fait en France, par exemple? Non, mais Daesh est devenu un électron libre. Au départ, il recevait des ordres. Et une fois qu'il a pris Mossoul, la ville de Mossoul, il a pris 19 puits de pétrole. Il n'avait plus besoin de prendre de l'or ni de l'argent, ni des Saoudiens ni des autres. Il est devenu indépendant. Il a voulu faire ce qu'il voulait faire dès le départ. Au début, pour avoir de l'argent et des armes, il s'est mis dans le giron américain, si vous voulez, et saoudien. Mais la plupart des volontaires viennent d'Arabie Saoudite. Des types qui se font sauter en Irak et en Syrie sont des Saoudiens, la plupart. Or, une fois qu'ils ont pris la ville de Mossoul il y a un peu plus d'1 an, ils sont devenus économiquement indépendants. En vendant, alors qui achète leur pétrole? D'où vient leur argent? Le pétrole, ils le vendent à 20% du prix mondial aux Turcs. Et les Turcs, eux, le revendent à Israël, à la Grèce. Et donc, si vous voulez arrêter Daesh, il faut arrêter le financement de ces gens-là. Les empêcher de vendre leur pétrole. Parce qu'avant, ils recevaient de l'argent du Qatar et les armes de l'Amérique. Maintenant, ils ne les reçoivent plus, mais ils n'en ont plus besoin. Quand ils ont pris la ville de Mossoul... Le pétrole à qui maintenant et comment? Mais quand ils ont pris la ville... Oui. L'armée irakienne s'est enfuie. Il y avait 20 000 soldats irakiens qui se sont enfuis en laissant tout l'armement. L'armement de 3 divisions. Des tanks, des camions, des canons, tout a été. Donc ils n'ont plus besoin de recevoir d'armement américain. Et ils ne reçoivent plus d'ordre. Le seul problème pour les Américains voulaient qu'ils se battent contre la Syrie. Or, eux, ils ont commencé à se battre contre les Kurdes, qui étaient les enfants des Américains, si vous voulez, les enfants illégitimes des Américano-Israéliens qui veulent créer un Kurdistan irakien et éventuellement turc indépendant. Bon, Monsieur Hazem Badawizi, je retourne aux diverses soirées et événements culturels qui ont été organisés à Sharm el-Sheikh la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que ce genre de manifestation, à l'heure actuelle, peut contribuer à renforcer le tourisme? Franchement, non. Ça va satisfaire le peuple égyptien. Mais soyons honnêtes. Il faut se mettre toujours dans la peau des autres. Aujourd'hui, toute l'Europe souffre. Le côté de l'Amérique, la Russie, donc la plus grande partie qui venait, je parle comme touriste, depuis 2011, c'était les Anglais et les Russes. D'après ce qui arrive pour l'avion, maintenant on a un problème avec eux, ils ne viendront pas prochainement ou bientôt dans le futur proche. Et pour d'autres nationalités, à cause de ce qui est arrivé à Paris,
ça va être dur parce que maintenant, il y a une alerte dans tout le monde. Ce n'est pas juste chez nous. Donc, on essaie de faire ça chez nous, comme vous venez de dire, cette soirée, ou même la réunion du gouvernement, tous les ministres vont se réunir là-bas. Ça, c'est pour soutenir moralement les gens qui travaillent là-bas. Mais pour montrer aussi que la ville est sécurisée. La ville, Sharm el-Sheikh, elle est sûre, elle est observée par les caméras. Ça, c'est une chose. Et je ne veux pas... Il ne faut pas aller à l'extrême, madame, pour la sécurité, parce que la sécurité, c'est partout. Mais si on veut la pénétrer ou la tromper, on le fera. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très facile. Je ne veux pas raconter des choses, n'importe quoi. Aux États-Unis, en 11 septembre, il y avait 4 avions qui sont décollés des aéroports de chez eux. Non, mais outre les États-Unis, ce qui vient de se passer exact, en France... Moi, j'ai dit le long. Et puis, les problèmes toujours viennent de l'intérieur, de chez nous. Qui a assassiné Sadat? Qui a assassiné Indira Gandhi? Qui a assassiné Isaac Rabin en Israël? C'est de l'intérieur. Il faut chercher chez nous à l'intérieur. Ce qu'on fait comme cérémonie à Sharm el-Sheikh, où on fait des festivals, on essaie de soutenir, c'est bien quand même, mais il faut toujours, de nouveau, chercher. L'erreur vient d'où chez nous pour commencer à convaincre les gens à l'étranger de parler de leur langue. Comme je viens de dire, de se mettre dans leur peau, leur dire, voilà, nous, on fait ça, et c'est sûr, pas même par les caméras, non, par la réalité. Il y a des comités, comme notre président, il y a quelques jours, il a dit ouvertement, on ne va rien cacher concernant l'avion russe, et l'Égypte est ouverte pour tout le monde, n'importe qui, quoi que ce soit, qui vienne avec des comités de n'importe quel pays pour vérifier, inspecter les restrictions ou les règles de sécurité chez nous. C'est comme ça qu'on peut redémarrer le tourisme en disant la vérité, en montrant tout, voilà, et en faisant, deuxièmement, ça vient les cérémonies et les festivals et les réunions, ça peut venir deuxièmement, pas premièrement. Premièrement, je dis, l'honnêteté d'être ouvert, oui, on a un problème, et ça, on n'est pas loin de ça. Moi, je suis optimiste, on n'est pas loin de ça. L'Égypte travaille, s'il y a une erreur, il y a des erreurs qui arrivent partout, c'est vrai. Toutes mes consolations et mes condoléances pour ceux qui sont morts, soit à Paris, soit chez nous, à Sinaï par l'avion russe, c'est un accident qui arrive, mais il faut travailler dessus pour l'éviter ou essayer de l'éviter. Mais il n'y a pas de sécurité absolue n'importe où dans le monde. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on venait de dire. Mais voilà. Parlons de cela pour l'avion de la Malaysia Airlines, par exemple, qui aussi a été abattu. Celui de l'Ukraine. Oui. Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu tellement d'écho, tellement de retombées? Ah oui, oui. Moi, je dis en Europe, quand ça s'est passé, ça a eu beaucoup de retombées d'ailleurs. Oui, et quelles ont été les retombées? Mais ce n'est pas des touristes, c'est un avion qui venait de Malaisie, qui allait ou qui venait de, je ne me rappelle plus, en Hollande. Oui. Donc ça ne concernait pas l'Ukraine, si vous voulez, donc ce n'est pas une question de tourisme. C'est parce qu'il survolait ce pays qu'il a été abattu. Mais donc... il a été abattu par qui? Bah, ça, on n'a jamais su. Moi, je soupçonne que ce sont les Ukrainiens, mais les autres disent que ce sont les Russes. Mais c'est ce que je vous dis, l'enquête a été... Parce qu'ils n'ont pas pu prouver. Personne. Vous savez, l'enquête a été escamotée par les Américains qui, eux, avaient tout filmé par leurs drones, etc., et qui n'ont pas voulu fournir les films. Ils n'ont pas voulu. Donc l'enquête, qui était une enquête germano-hollandaise, je crois, principalement hollandaise, n'a pas pu recevoir des Américains les preuves. Les Américains disent, nous avons les preuves que c'était les Russes qui ont abattu. Mais ils n'ont jamais fourni les films. Ils n'ont pas voulu. Pour quelle raison? Parce que moi, je soupçonne que ça a dû être une... ça n'a pas été fait exprès, si vous voulez. Ils ont tiré, ils pensaient que c'était un avion russe. Poutine devait passer par là 2 heures avant, donc ils ont pensé peut-être que Poutine était là-dedans. Oui, mais là, on peut partir du même principe et dire qu'il y a, durant cette enquête, il n'y a pas eu de transparence, non? Et que la vérité a été non, ça, nous ne la connaissons perdue. pas. Peut-être demain, on va savoir. Peut-être demain, l'Égypte va finalement déclarer ce qui était dans... Non, je ne parle pas de l'avion. Ah, l'avion. Moi, je parle de l'avion de la Malaysia Airlines. On n'a pas pu C'est une enquête qui a été fermée, alors que la vérité n'a pas été dévoilée du tout. Oui, mais ça ne concerne pas le tourisme. Hein. Oui, je sais, mais ça concerne le terrorisme. C'est pas vraiment du terrorisme, hein. C'était une guerre. Hein. Il a survolé, on aurait dû interdire l'Ukraine, comme pour le survol, alors qu'il y avait des centaines d'avions qui survolent l'Ukraine. On aurait dû, il y avait une guerre en dessous, il fallait interdire à tous les avions de survoler l'Ukraine. Ce qui a été fait après. Mais ils auraient dû le faire avant, pas après. Vous savez, quand il y a une guerre, on ne survole pas ces territoires. Exactement.
Bon, si on reparle du tourisme, je pense que maintenant, il faudrait peut-être accorder un peu plus d'importance au tourisme interne. Chose qui a toujours été pas très prise en charge, et surtout avec des prix excessivement élevés pour les Égyptiens, surtout les billets d'avion et les prix des hôtels aussi. Donc est-ce que ça c'est à revoir? À revoir aussi pour parler et satisfaire le peuple égyptien, d'accord. Mais ce n'est pas ça ce qui va retourner la roue du tourisme. Aussi pour être franc et honnête. Nous les Égyptiens, je parle de la majorité, le couche majeure, n'ont pas la culture de voyager dans les voyages de loisirs ou même le culturel. Ça, c'est pour être franc. On n'a pas cette culture-là. Donc, pour encourager, et on dit on va récupérer un peu du mouvement touristique par le tourisme interne, ça c'est pour satisfaire ou essayer de nous satisfaire ou de soigner les plaies ouvertes, mais ce n'est pas une raison rentable pour faire tourner la roue de l'économie des hôtels à Sharm el-Sheikh et à Luxor, les bateaux dans le sud de l'Égypte. Madame, il y a au-delà de 320 bateaux. Ceux qui naviguent maintenant entre Luxor et Assouan, 15 parmi 320. Vous vous rendez compte? Quel tourisme interne va couvrir tout ça? Et quelle qualité et quel niveau? Soyons francs. Ça, on peut le dire, d'accord, dans une émission, c'est pas mal, mais c'est pas ça la solution maintenant. Je vous dis, la solution, c'est une solution politique. Et nous sommes sur les rails. L'Égypte avance bien et je dis que les coups qu'on les a eus, quoi que ce soit, avec tout ce que M. Saïd l'a raconté, cette analyse super pour la situation politique, nous vivons ou nous sommes touchés par tous les mouvements politiques du monde. Soit terrorisme, soit guerre, soit intérêt, soit l'Arabie Saoudite et le mouvement wahhabite et les frères musulmans. Tout ça, ça touche le tourisme direct, pas indirect. Donc, nous, on est en train de nettoyer. L'Égypte nettoie pas mal, mais il nous manque encore un peu de temps et on travaille dessus. Et ça, c'est tout ce qu'on peut faire. On essaie d'encourager le tourisme interne, mais ce n'est pas ça la solution, pour être franc. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire alors? La situation sécuritaire? Voilà, ça c'est... bon, la sécurité chez nous, il n'est pas mal, il avance, mais on a eu un problème, une erreur qui est arrivée. On peut dire franchement, oui, on avait une erreur ou une défaillance là. On le dit, on essaye de le voir. Je crois que l'État a commencé déjà à prendre des mesures aujourd'hui concernant Sharm el-Sheikh. Je n'ai pas d'informations sûres, mais j'ai entendu comme ça de n'importe quelques nouvelles dans la radio. Et on est encore au début. C'est aujourd'hui l'annonce de la Russie concernant l'avion. Et on doit prendre le temps pour travailler. Mais il faut travailler vite et déclarer et parler. Et parler. Le silence n'est pas bien, madame. On bien doit sûr. le dire. Mais est-ce que vous pensez que quand ils vont parler et déclarer et tout ça, est-ce que ça donnera un coup de pouce au tourisme? Parce que normalement, madame, le tourisme chez nous, il tombe malade, mais il ne meurt jamais. Et le long de l'histoire, il raconte ça. Si M. Saïd a commencé à partir de l'époque du président Nasser, même je dis avant du roi Farouk, en passant par les états, on a passé par des périodes là où nous étions dans un état de guerre. Maintenant, nous sommes dans un état de guerre, pas l'Égypte, tout le monde aujourd'hui. Bien sûr, ça va passer, ça prend du temps, jusqu'à ce que chacun de ces pays qui ont eu de mal, et nous parmi eux, ils commencent à soigner leurs blessures. Ça va reprendre, ça prend peu de temps, mais il faut travailler dessus, pas juste cacher. Non, on n'a pas, non, il y a, et on travaille, et bien sûr, ça va reprendre parce que c'est la nature humaine. Quand on a un malheur, ça tombe mauvais, et on a mal, et on oublie au fur et à mesure, et ça avance. Mais il faut travailler dessus. Justement, concernant ce que M. Badawi dit, le monde, effectivement, aujourd'hui, est en état d'effervescence et de colère. Certains analystes prévoient
ou disent qu'on est sur le bord d'une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, ça je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de volonté de guerre mondiale. Vous savez, l'Amérique, elle a une vocation, elle veut être le patron de tout le monde. Elle est incapable, parce qu'elle est dirigée par des gens qui ne sont pas du tout des gens ni responsables, ni à la hauteur de la tâche qu'ils se donnent à eux-mêmes d'être les patrons du monde. Donc ils sont en train, c'est un, si vous voulez, un empire à pied d'argile qui est en train de s'effriter. Mais ils ont des armes, malheureusement, et ils ont beaucoup d'argent. Et il y a Israël qui est leur représentant dans toute cette région et qui s'amuse à voir tous ces pays en train de s'effriter autour d'elle. C'est le seul pays qui profite de cette dégénérescence des États, surtout des États nationaux, les États comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Égypte, parce que l'Égypte faisait partie de ce plan d'effritement, avec les frères musulmans qui faisaient partie de la mouvance américaine. Personne n'en parle, mais les frères musulmans n'avaient pas vraiment gagné les élections. Quand il y a eu les élections législatives, c'était présidentielles. En fait, c'était Shafik qui avait gagné. Et les Américains étaient furieux, ils voulaient absolument que ce soit les frères musulmans. Et si vous vous rappelez, on a dit on va recompter, on est resté à peu près 10 jours ou 2 semaines pendant qu'une grande équipe de frères musulmans, enfin une équipe de 15 personnes était à Washington, des frères musulmans en train de négocier avec eux la Palestine, Israël et tout ça. Une fois que cette négociation était terminée, ils allaient donner une partie du Sinaï à Gaza pour liquider le problème palestinien de Gaza, et le reste, on allait oublier la rive occidentale du Jourdain qu'on allait donner à Israël. Et la Jordanie aurait reçu quelques villes, c'est tout, sans territoire autour. C'était le plan américain. Or, ils ont insisté auprès de l'armée égyptienne, c'était Tantawi et Aynan, Aynan était l'homme des Américains, si vous voulez, à l'époque, qu'il fallait dire que c'était les frères musulmans. Les frères musulmans avaient menacé de mettre le pays en feu et en sang si on n'avait pas accepté leur victoire. La victoire, ils l'avaient sur les... Moi, j'ai su, à cette époque-là, plusieurs des ministres étaient des copains, enfin des amis à moi. Beblaoui a été avec moi, on était étudiants ensemble. Hossam Issa, le vice-premier ministre, était aussi à fac de droit. Ils m'ont raconté que la vraie histoire, c'est que sur le plan des chiffres, le juge Bagato, qui était le président de la commission électorale, si on prend des chiffres, les frères musulmans gagnaient par 800 000 voix à peu près. Mais il dit, mais si on élimine tous les faux, les morts, parce qu'ils ont utilisé les morts, ils avaient volé une machine à fabriquer les cartes d'identité. Avec cette carte d'identité, ils ont fait des centaines de milliers de cartes d'identité de fausses. Et donc, sur le plan des chiffres, ils gagnaient. Sur le plan véridique, ils perdaient. Or, la réponse du général Tantawi était « Laissez-moi le temps de consulter les Américains ». C'était Anne Patterson, l'ambassadrice, qui était tout à fait avec les frères musulmans, amie intime de Khayrat al-Shatir et compagnie. Elle a demandé à ce qu'une délégation des frères musulmans parte avec Assam el-Haddad, et tous ces gens sont partis à Washington. Ils ont négocié pendant qu'on nous disait qu'on va recompter parce qu'il y avait des problèmes, des chiffres qui étaient faux, etc. Ils se sont mis d'accord avec les Américains. Et à ce moment-là, ils sont retournés en Égypte et on a fait une déclaration. Le général Tantawi a dit que c'était les frères musulmans qui avaient gagné. Or, en vérité, ils ne l'avaient pas gagné. Mais jusqu'à présent, tous les pays européens disent le président démocratiquement élu qui a été renversé par un coup d'État militaire. Tout ça, c'est faux. Mais ce président lui-même, il s'est évadé de prison. Donc, oui, mais ça, c'est pas un crime de s'évader de prison, vous savez. C'est pas un crime. Ça? Non, c'est pas un crime. Quelqu'un s'évade de prison et on lui permet de se présenter aux élections présidentielles? Oui, mais on n'aurait pas dû, bien sûr qu'on n'aurait pas dû. Mais c'est pas un crime de s'enfuir, si vous voulez. C'est pas un crime de s'enfuir, mais c'est un crime de l'élire comme président et de lui permettre... Oui, bien sûr. Donc déjà, ça, comment lui a permis de se présenter aux élections présidentielles? Mais c'était la pression des Américains. À l'époque, Anne Patterson, c'était elle qui dirigeait l'Égypte, l'ambassadrice d'Amérique. Heureusement que maintenant, avec ce qui s'est passé le 30 juin et le 3 juillet, tout ça, tout leur plan... Le plan, c'était d'avoir des frères musulmans dans tous les pays arabes contre l'Iran, pour défendre Israël. C'est ce que voulait Israël. Israël a fabriqué, avec les services secrets américains, cette fracture chiite-sunnite qui n'a jamais existé. C'est une fracture qui existait il y a peut-être 1400 ans, mais jamais on a dit... L'Égypte a été chiite pendant 200 ans sous les Fatimites. La sœur du roi Farouk, la princesse Fawzi, avait épousé le... qu'on n'a jamais dit, le chiite n'est pas chiite, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a été fabriqué, on a fabriqué une haine, pour vendre des armes aux Saoudiens et à tout le Golfe en leur disant les méchants iraniens vont vous attaquer, alors que l'Iran n'a jamais attaqué qui que ce soit depuis plus de 300 ans. Ils n'ont jamais quitté leurs frontières. C'est Saddam qui les a attaqués. Eux n'ont attaqué personne. On a fait croire aux Saoudiens, pour leur vendre des armes,
que c'était ces méchants chiites qui veulent absolument prendre le Golfe, etc. Tout ça a été fabriqué pour le bien-être d'Israël, qui veut être entouré par des pays en ruine, qui n'ont pas d'États nationaux, que ce soit des petits États avec des roitelets, avec des États sans aucune économie viable, insignifiants, sur des bases ethniques, religieuses, linguistiques ou raciales. Voilà ce qu'ils veulent. Et ils ont réussi, malheureusement, en Irak. Ils ont presque réussi en Syrie. Et ne parlons pas de la Libye. La Libye n'existe plus en tant que pays. Donc, nous, on voudrait savoir comment est-ce que vous voyez la suite, comment vous percevez ce qui va arriver maintenant. Maintenant, la France, alliée de tous les pays européens, bien entendu, sont déterminés à combattre le terrorisme où qu'il soit. Non, ce n'est pas le terrorisme où qu'il soit. Ils ont dit précisément que c'est Daesh uniquement. Oui. Or, Daesh n'est qu'une seule des mouvances terroristes en Syrie. Les autres sont leurs gens à eux. Jabhat al-Nusra, qui est la Qaïda, reçoit encore des armes et de l'aide à travers la Turquie, qui vient des Français. Écoutez, le ministre des Affaires étrangères française, Laurent Fabius, a fait une déclaration en 2012. Jabhat al-Nusra, c'est la Qaïda. Il a dit Jabhat al-Nusra fait du bon travail. Déclaration publique. Mais eux, maintenant, ils sont furieux contre les Russes. Non, attendez, ils sont furieux contre les Russes, parce que les Russes bombardaient tout le monde, tous les rebelles. Ils disent non, vous bombardez les modérés. Mais quels rebelles modérés? Ça n'existe pas, les modérés. Ce sont tous les gens de la Qaïda. Ahrar al-Sham, c'est la Qaïda. Jabhat al-Nusra, c'est la Qaïda. Oui. Après ce qui s'est passé en France, ils vont continuer à les soutenir? Oui, parce qu'ils sont... Oui, parce qu'ils veulent toujours abattre le régime syrien. Dieu seul sait pour quelle raison. Pour faire plaisir à Israël, probablement, qui veut absolument. Ils veulent. Vous avez bien vu les dernières déclarations. J'ai écouté Hollande tout à l'heure. Il a fait une déclaration. Il était à Versailles. Il a fait un grand discours. Le discours est pas mal, mais de nouveau, il a insisté qu'il faut que Bachar el-Assad parte. Mais de quel droit se mêle-t-il? C'est aux Syriens de décider s'ils veulent le garder ou pas. C'est pas aux Français ni aux Américains de le dire. Et pourquoi il fait le lien entre ce qui s'est passé en France et le départ de Bachar el-Assad? Ça n'a aucun lien, mais vous savez, ils ne veulent absolument pas que les autres groupes soient bombardés par les Russes. Parce qu'ils veulent toujours abattre le régime pour faire plaisir, à mon avis, à Israël. Mais je pense que maintenant, la priorité de la France sera surtout de sécuriser ses citoyens. Oui, mais c'est uniquement Daesh qui sont dans la ligne de mire. Ce n'est pas les autres. Bon, avant de terminer, maintenant, M. Hazem Badaoui, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le tourisme est obligatoirement lié à la situation sécuritaire dans le pays. Tout à fait, madame. Donc, quoi qu'on fasse, rien ne pourra changer tant que la situation sera stable dans le pays. Non, c'est comme je viens de dire, on doit travailler tous les foires, d'abord la sécurité, faire des annonces, des déclarations que voilà, ça, ce qu'on est en train de faire, ça, ce qu'on a fait. Oui. Mais toujours le problème qu'on parle entre nous. Moi, je parle avec vous aujourd'hui, avec M. Saïd, qui nous entend? Qui nous entend? À l'étranger, nous n'entendons pas. On doit être, j'ai dit ça plusieurs fois ici dans le studio, ici, on doit avoir quelques minutes dans une chaîne diffusée sur le monde européen. Les Européens entendent une seule chaîne, financée toujours par les frères musulmans, juste une seule. Et quand j'étais n'importe où en Europe, Madrid, Paris, je vois juste une seule chaîne, juste qui parle de ça, et tout le monde l'entend. Nous, on parle avec nous, madame. Donc, une grande partie du lutte ou de préparation qu'on doit le faire pour redémarrer ou reprendre le tourisme, encore une fois, de déclarer et d'annoncer à tout le monde ouvertement, mais que à tout le monde, je dis les Européens, les Occidentaux. Oui, mais je vous dis, aujourd'hui, tout est sur Internet. Hein. Ils n'ont pas besoin de télévision et peut-être que... mais les gens ne regardent pas tous Internet. Voilà. On regarde la télévision. Tout le monde regarde la télé. Non, mais est-ce que vous pensez qu'après un tel attentat en France, ils iront chercher ce que les chaînes arabes disent? Mais en France, on n'est qu'Al Jazeera. Et voilà, Oui. Tout le reste, c'est la seule. C'est la seule. Moi, j'avais d'autres chaînes, on les a toutes enlevées. Sur Canal 7, j'avais au moins 15 chaînes arabes. Il n'y en a plus qu'une seule. C'est la Ils ont France dû qui les a payer, enlevées? ils ont, comme d'habitude, ils ont acheté, probablement, ils sont propriétaires
On dit même France 24 a reçu des fonds Oui, mais du Qatar. toutes ces manières, les personnes instruites qui iront chercher des chaînes étrangères. Mais c'est pour, une minorité, ces gens-là. Oui, mais ces gens-là, ils peuvent toujours avoir accès à Internet, à YouTube. Oui, oui. Je veux dire, même les petits-enfants, maintenant. Je veux dire, madame, chaîne arabe non, qui mais ça- parle français, anglais. Nous avons tout. Votre chaîne Nile TV, il parle en anglais, en français. Et notre chaîne, elle passe en Europe? Non, non, très mal. On la voit presque, non, on la voit plus. sur- Moi, je la sur vois un plus. câble, sur un câble, il faut faire un abonnement. Même sur le câble, ça marche très mal. Il faut faire un abonnement. C'est pour ça que je On dis... la voit plus. Je l'avais sur la si télévision, mais ça... l'autorité égyptienne, voilà, comme vous dites, monsieur, si notre chaîne achète 10, 15 minutes, une demi-heure par semaine pour parler de dire... Pas dire, oui, on fait des cérémonies, on distribue des gâteaux de semoule, on fait du tanour, on fait des cérémonies touristiques. Non, on est en train de travailler, on fait tel, des annonces honnêtes, francs. Ces gens-là entendent. Comme... Vous avez Euronews qui a été acheté par M. Saouiras, donc on espère... Oui, mais c'est récent tout ça. Oui, c'est récent. On espère qu'il pourra effectivement passer des informations sur l'Égypte. Et là, c'est sûr que ça sera vu par tout le monde. Jusqu'à ça, donc on peut dire qu'on commence à travailler comme il faut pour que les autres nous écoutent, pour leur faire nous écouter, c'est ça. Par contre, vous avez le Qatar qui, lui, paye partout. Hein. Il achète des journalistes, il achète des journaux. On dit même le Guardian a de l'argent qatari là-dedans. Oui, mais est-ce qu'il est crédible? Ah oui, le Guardian, tout le monde le lit en Angleterre. Non, je ne parle pas du Guardian. Moi, je parle du Qatar et je Mais le parle de la Qatar, chaîne avec son argent, il devient crédible parce que ces gens ne pensent qu'à être payés, à recevoir à gagner de l'argent. Pourquoi est-ce que la France défend l'Arabie Saoudite, qui est un régime dictatorial, tyrannique et médiéval, alors qu'ils nous accusent, nous, d'être une dictature militaire? Mais on coupe la tête aux gens en Arabie Saoudite. Il y a plus de gens à qui on a coupé la tête depuis le mois de janvier dernier que Daesh n'a coupé la tête. Pourquoi? Parce que là-bas, on coupe la tête en Arabie Saoudite, ça fait partie de leurs droits. Pourquoi ce grand nombre? En Arabie? Vous parlez parce à partir de janvier? ils accusent, leur système juridique est tellement néfaste et primaire qu'ils condamnent à mort des gens sans preuve. Et on leur coupe la tête à la sortie de la mosquée le vendredi dans la rue devant tout le monde, au sabre. À un point où ils avaient tellement de gens à tuer qu'ils n'avaient pas assez de bourreaux qu'ils ont mis des réclames dans les journaux qui cherchaient des gens musclés comme bourreaux. Qu'ils avaient besoin de 6 bourreaux nouveaux. C'était dans les journaux saoudiens. Des advertisements, qu'on dit, des réclames pour des bourreaux, parce qu'il n'y en avait pas assez. Et qui parle de ça? Ils leur vendent pour des milliards de... Alors ils disent l'économie française en a besoin, l'économie britannique en a besoin, les Américains n'en parlons pas. Ils achètent pour des sommes faramineuses, et bien sûr les princes s'enrichissent parce qu'ils touchent des commissions énormes des deux côtés. Donc c'est un commerce très lucratif, mais sur le dos de tout le reste, de tout le monde. Et jamais on voit la moindre critique envers le Qatar ou envers l'Arabie Saoudite sur le plan des droits de l'homme, au point où aux Nations Unies, que ce soit en Europe ou en France ou en Amérique, aux Nations Unies, la Commission des droits de l'homme est maintenant présidée par un Saoudien. C'est scandaleux. Le pays le plus tyrannique et le plus médiéval au monde a maintenant la présidence de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Ce n'est pas une antithèse du système des Nations Unies? Bon, en tout cas, sur ces notes assez pessimistes, tourmentées, on va arrêter l'émission d'aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a une colère, même au niveau des enfants. Hein. Bien sûr, madame, c'est tout le monde. Est vraiment en colère contre ce qui se passe dans le monde. Tout le monde le déplore. Et surtout, je termine comme on l'avait commencé, les musulmans regrettent que l'islam soit associé à de tels actes barbares par, je vous dirais toujours, par des gens qui n'ont pas un haut niveau d'instruction. Parce que si on comprend vraiment la vraie essence de l'islam, cette religion pacifique, de paix, de fraternité, on ne peut l'associer en aucun
avec aucun lien avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Je remercie M. Saïd Zulfouqar, analyste politique, et M. Hazem Badawi, guide touristique. Merci. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.